Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 4 septembre 2022. Malanville, Karimama, Adjon et Bonou en alerte orange. Les dégâts causés par la montée des eaux ces derniers jours s'alourdissent pendant que le ministère de l'Intérieur appelle à la vigilance. Le phénomène d'inondation dicte sa loi aux populations dans plusieurs communes du Bénin. Pour les 4 localités les plus touchées, l'alerte pourrait passer au rouge selon le communiqué du ministre de l'Intérieur alors que nous sommes à 2 semaines de la rentrée scolaire. Alors quelle est la situation à Bonou? Le maire Thierry Sonayon Telegbe nous en parlera dans cette édition. Le stationnement anarchique des camions dans les villes du Bénin constitue l'une des causes d'accidents sur les axes routiers. Depuis quelques années, le gouvernement à travers les préfectures a sifflé la fin de la récréation. Mais question, est-ce qu'il y a des parkings de camions gros porteurs à Cotonou et à Bobekalavi? Le secrétaire général adjoint du syndicat national des conducteurs du Bénin gros porteur nous répond dans cette édition. Yelia de Silva est notre artiste de la semaine. Cette voix de la musique béninoise lance un nouvel album dimanche prochain à Cotonou. Après le décryptage de l'actualité nationale, elle sera sur ce plateau pour nous parler de son chef-d'œuvre et le concert qu'elle prépare à cet effet. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer tous les dimanches pour vous informer. Voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité au Bénin, le bloc républicain reçoit une nouvelle adhésion. Le parti du peuple souverain a donc fait désormais partie de la formation politique que dirige le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. La déclaration d'adhésion a été faite ce samedi au Champ d'Oiseaux de Cotonou. On en parle dans un instant. On parlera également de la formation professionnelle de 700 adolescentes et jeunes filles déscolarisées de plusieurs départements du Bénin. Le lancement de la dite formation s'est déroulé à Diakotomé dans le Koufo. Le préfet du littoral, Alain Orola, y était et il nous dira quels sont les avantages de cette initiative. Images de reportage à suivre. À suivre également les précisions sur cette initiative qui rend hommage à un artiste. Il s'agit de l'exposition des œuvres de Kofi Gaou, décédé il y a 3 ans. La galerie Anastasie Shaw de l'espace Adjadi Awida accueille le vernissage. En attendant d'ouvrir la page invitée, on démarre le grand format avec le point de l'actualité. Il y a du renfort pour le bloc républicain. Le parti du peuple souverain lui a déclaré son adhésion. C'est le fruit d'un long processus de négociation et d'échange entre les deux partis. La cérémonie officielle de réception des nouveaux républicains s'est déroulée ce samedi au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Reportage. C'est désormais officiel, le parti du peuple souverain PPS rejoint le bloc républicain. Saliou Adamou et ses camarades ont choisi le cheval blanc cabré pour poursuivre leur combat politique et donner plus de force et de vigueur à ce grand parti acquis aux idéaux du président de la République. La présente cérémonie est l'aboutissement d'un long processus de négociation. Considérant les assurances données par le SGN du BR à la délégation du PPS, devant Dieu et les hommes, et au nom de tous les coordonnateurs du PPS ici présents, au nom de tous les militants et militantes des différentes contrées de notre pays et en mon nom propre, je déclare officiellement l'adhésion du parti PPS au bloc républicain. Les nouveaux républicains sont bien reçus dans leur famille d'accueil. Le tapis rouge leur est dressé. Ils reçoivent les conseils et les encouragements nécessaires, susceptibles de faciliter leur intégration au sein du bloc républicain. Au nom de l'Organisation des femmes républicaines, je vous dis, nous sommes heureuses de vous recevoir. Madame Alapini, ne vous inquiétez pas. Le bloc républicain est le parti qui concourt à l'épanouissement des jeunes et des femmes. La célébration ici que nous faisons aujourd'hui, c'est l'œuvre de Dieu. Cotonou, comme un jeu sur le terrain politique, attendait de peaufiner l'équipe d'attaquants de pointe. Nos finisseurs sont là. Je voudrais rassurer Monsieur le Président pour vous dire que c'est avec beaucoup de bonheur que le BR accueille le PPS en son sein. Votre place
est déjà toute réservée. Il y a déjà un mécanisme mis en place pour nous permettre d'accueillir et d'insérer les membres des partis qui rejoignent le BR. L'adhésion ainsi actée donne carte blanche à Saliou Adamou et à ses camarades pour désormais tenir haut l'étendard du bloc républicain partout où besoin sera sur l'ensemble du territoire national. Après Parakou en 2021, c'est donc Djougou qui a abrité l'Université de vacances édition 2022. Les enseignants des lycées du Bénin sont retrouvés au centre de formation technique et professionnelle de cette ville pour échanger sur la problématique de la valorisation des métiers. Cette initiative du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle vise à dynamiser l'apprentissage technique. Reportage. C'est dans cette ambiance de gaieté que l'Université de vacances de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, édition 2022, a pris fin. Démarré le 31 août dernier, ce rendez-vous du donner et du recevoir de haut niveau académique a permis aux participants des différents lycées techniques du Bénin de se pencher sur la problématique de la valorisation des métiers pour une insertion professionnelle garantie. Mesdames et messieurs, je voudrais donc saluer le choix de la thématique de cette édition qui témoigne de la vision selon laquelle le FTP permet à l'individu d'acquérir des compétences devant contribuer à son insertion sociale, au développement de sa personnalité et à son épanouissement intégral. Ce n'est un secret pour personne aujourd'hui. Ce sous-secteur est plus que jamais un véritable vecteur de la culture entrepreneuriale pour une employabilité à sens horizontal et non vertical, en rupture avec la vision unipolaire selon laquelle c'est l'État le pourvoyeur unique et exclusif de l'emploi. La présente université de vacances, en plus des liens intermétiers développés, vient à point nommé baliser le terrain pour l'offre éducative de qualité, une offre pour répondre aux exigences du marché de l'emploi inscrites dans le vaste chantier ouvert par le gouvernement à travers le ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. C'est un engagement pour chacun d'entre vous de rendre davantage vos activités d'enseignement-apprentissage encore plus pratiques, mais surtout plus probantes, qui ramène l'apprenant dans son contexte de vie, qui ramène l'apprenant dans le contexte du métier. Et c'est ça qui, pour nous au ministère, fait la réussite de cette université. Je rendrai compte au ministre que j'ai dit en son nom que nous sommes satisfaits de cette évolution. La fin de cette université de vacances est sanctionnée par la remise d'attestations aux participants. Les adolescentes et jeunes filles de 7 départements du Bénin bénéficient d'une formation professionnelle. Elles sont au total 700 dont les capacités seront renforcées afin d'assurer leur autonomisation. Le lancement donc, de cette formation a eu lieu jeudi dernier à Diakotomé dans le département du Koufo. Le point avec Assion Mokani Achongo. 700 adolescentes bénéficient d'une formation au métier porteur tel que le décrit le lancement officiel fait à Diakotomé dans le Koufo. Ce sous-projet souhaite confié à plan international Bénin porte sur l'autonomisation des filles et des femmes dans 7 départements du Sud, Atlantique, Littoral, Ouémé, Plateau, Mono, Koufo et Zou. La formation contribuera à l'amélioration des capacités économiques des bénéficiaires à s'investir dans des activités professionnelles novatrices. Nous lançons 700 filles en formation sur les métiers d'installation de maintenance en panneaux solaires, sur la réparation de téléphones mobiles et également sur l'élevage de volailles et de petits bétails. Cette activité
il faut le mentionner, revêt pour le projet SUED et donc pour le consortium Plan International Bénin une importance à valeur de levier pour inverser la prévalence des causes de vulnérabilité des filles dans notre pays. Ces causes qui exacerbent les difficultés sociales dont sont fréquemment victimes ces adolescentes dans les contrées du Bénin. L'initiative vient pour contrer les mariages précoces et grossesses en milieu scolaire et d'apprentissage. Une situation qui a d'influence sur les adolescentes et jeunes filles. Le préfet du Koufo, Christophe Megbedji, est convaincu que la présente formation va remédier à cet état de fait. L'activité est d'autant noble qu'elle s'inscrit dans la logique du développement au vrai sens du terme. Le développement à la base, ciblant l'une des couches les plus vulnérables de la population, les adolescentes, jeunes filles qui, depuis des lustres, voguaient au gré et à la merci des contingences et dérives sociologiques. L'activité est pour la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyin-Fodé-Mewanou, une activité phare. Elle l'est d'autant plus chère pour le gouvernement. Le gouvernement a insisté pour ce qui concerne l'autonomisation des filles et des femmes, pour que les actions soient orientées et concentrées sur la formation professionnelle des filles, pour leur permettre d'avoir les capacités, les attitudes nécessaires à l'auto-emploi et surtout à l'autosuffisance. L'étape de la zone nord a été lancée il y a quelques jours. 14 organisations non gouvernementales sont chargées de la mise en œuvre du sous-projet sous la direction de Plan International Bénin. Et comme vous avez pu le constater dans ce reportage de Ashiongo, les préfets dans les départements sont concernés par le projet étaient tous présents à la cérémonie de lancement de cette formation des adolescentes et jeunes filles déscolarisées. Quels sont alors les avantages de cette initiative et quel lien avec le programme d'action du gouvernement? C'est le préfet du littoral, Alain Oronla, qui répond. Tout ce qui se fait pour aller vers l'autonomie ou l'autonomisation de la femme, des jeunes filles, remplit les critères de ce troisième pilier fondamental du programme d'action du gouvernement 2016-2021, 2021-2026. Il y a un deuxième élément que nous devons voir également à travers ce projet, c'est celui de la professionnalisation, option prise par le président de la République dans le cadre de son deuxième programme, c'est-à-dire du programme du deuxième quinquennat. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui au confluent de l'amélioration des conditions de vie des Béninois et des Béninoises, des femmes, des adolescents déscolarisés et des effectifs que nous devons remplir pour la formation professionnelle pour aller le plus rapidement possible à l'industrialisation. Donc c'est un pan important du programme du gouvernement qui justifie d'ailleurs la mobilisation non seulement du ministre des Affaires sociales, de la microfinance, de son collègue, des enseignements techniques secondaire de la formation professionnelle, mais de la présence massive des autorités déconcentrées. Vous avez quasiment tous les 7 préfets de la zone dite sud. Après que la zone nord ait lancé ses activités, vous avez une présence massive des maires des différentes villes concernées. C'est vous dire l'engagement qui est celui des élus, qui est celui des autorités déconcentrées autour de ce pan important du programme d'action du gouvernement que nous avons le devoir, le bonheur et le privilège d'accompagner. Et c'est avec ce bonheur et ce même privilège que l'Institut national de la femme déroule la mission qui est la sienne. Vendredi dernier, la secrétaire exécutive de l'Institut était face à la presse. Il était question de faire le point des plaintes enregistrées depuis le mois de septembre 2021. Selon le tableau présenté et les chiffres exposés aux hommes des médias, 156 plaintes ont été notées et elles ont pour nom viol, harcèlement, divorce, châtiment et autres. Les précisions sont avec Akime Ossiedi. C'est environ 120 minutes pour présenter le point chiffré des plaintes enregistrées depuis le mois de septembre 2021 et qui ont pour dénominateur commun violence basée sur le genre,
Les chiffres sont interpellateurs. 156 cas. Et 2 communes, notamment Cotonou et Abomey-Calavi, sont dans la zone à craindre. Luc Setondi à Tropo et Angelo Awandinou hébergent et les victimes et les prédateurs. Nous avons distingué les procédures en cours qui n'ont pas encore donné lieu à une condamnation, des procédures qui ont déjà donné lieu à des condamnations. Et il y a, je crois, au moins 4 décisions de justice qui ont été rendues récemment également, dont, je crois, 3 concernant des cas de harcèlement sexuel d'enseignants sur mineurs. Nous recevons des femmes, parfois enceintes peut-être de 7 mois, qui n'ont jamais fait de visite, qui sont vraiment, dont la vie est en danger. Nous recevons des femmes qui ont été battues. Nous avons un dernier cas d'une femme sur laquelle son mari a versé de l'acide. Donc, c'est vraiment des choses pour lesquelles nous devons agir immédiatement. C'est donc un doux euphémisme que de saluer l'inspiration matérialisée du chef de l'État de rendre viable, opérant et efficace l'Institut national de la femme. Le bilan d'étape plaide en faveur de son bien fondé. Ce pouvoir qui nous a été donné de pouvoir rester en justice, honnêtement, je peux vous dire que c'est très, très, très utile. C'est extraordinaire comme beaucoup de femmes sont en détresse. Quand je parle de détresse, je parle de la détresse qui va jusqu'à la difficulté à avoir 2 repas par jour. Nous voulons descendre dans les arrondissements pour assurer la présence de l'Institut national de la femme, pour nous assurer que la femme de Tukuntuna, la femme de Bukumbe, la femme de Savalou, la femme de Dassa bénéficient exactement des mêmes prestations que celles de Cotonou, que celles d'Abomey-Calavi, que celles de Ouida. Un tableau inquisiteur pour un bilan qui motive la poursuite des actions. Les perspectives augurent d'un engagement sans discontinu de l'Institut national de la femme, dont l'attelage Claudine Prudencio et Maître Huguette Bopenyakadia force admiration. Toujours dans l'actualité, le mouvement populaire de libération et l'Institut supérieur agropastoral de biotechnologie de l'environnement sont désormais partenaires. Un partenariat qui vient soulager les peines des jeunes béninois. Au total, 231 bourses d'études seront offertes aux étudiants désireux d'entreprendre dans le domaine de l'agriculture. La cérémonie de signature de la convention qui lie désormais les 2 institutions a eu lieu vendredi dernier au siège du parti. C'est ici à Cotonou. Reportage. Voici l'acte juridique qui officialise le partenariat entre le mouvement populaire de libération et l'Institut supérieur agropastoral de biotechnologie et de l'environnement. Vive Isalpap, vive la coopération entre le MPL et Isalpap. Voilà. Une signature de convention entre les 2 parties qui mettent à la disposition des jeunes 231 bourses d'études sur l'ensemble du territoire national à raison de 3 étudiants par commune, dont 2 filles et 1 garçon. En plus des programmes de formation, il est prévu un accompagnement conséquent des jeunes qui bénéficieront de ces bourses. Cette initiative permettra de financer les 30 meilleurs étudiants à la fin du cycle de formation, d'assurer la protection individuelle pour chaque étudiant, l'envoi des 3 premiers en France à compter du master, la présentation de tous les étudiants de 2e année au concours d'entrée dans 10 grandes écoles de la France, des stages pour les 5 premiers à l'extérieur, la prise en charge des 2 premiers ayant 14 de moyenne à l'examen de licence durant leur cycle de master. Au-delà de ces activités de formation citoyenne et de militantisme politique, le mouvement populaire de libération inscrit dans sa vision des formations universitaires qualifiantes des jeunes pour apporter sa contribution aux différents efforts de lutte contre le chômage au Bénin. Pour ce partenariat avec l'Institut supérieur agropastoral de biotechnologie et de l'environnement, le MPL prend en charge sur 3 ans une bonne partie des frais de formation aux métiers d'avenir. Monsieur le Président, nous pouvons vous dire aujourd'hui que nous disposons des ressources nécessaires pour assurer la conduite de cette convention qui sera signée. Cette convention ne sera pas une formalité
mais un document juridique que vous allez évaluer à la fin des 3 ans de formation des étudiants que vous allez nous envoyer. Je voudrais inviter également tous les autres acteurs politiques qui ont pris l'engagement d'accompagner les jeunes, d'accompagner la jeunesse du Bénin, qui aujourd'hui se trouve être la couche la plus exposée aux affres du sous-développement, aux affres du chômage. Je voudrais les inviter à jeter un regard un peu plus bienveillant à l'endroit de cette jeunesse pour que de plus en plus notre pays cesse d'être fabricant de jeunes qui n'ont rien à faire, comme vient de le dire le président de la FENAPEB, des jeunes qui, à la fin de leur cursus de formation, se retrouvent encore à la charge malheureusement de leurs parents. Les étudiants bénéficiaires de ces bourses seront formés dans les filières qui sont en phase avec la vision du parti. Le projet né de ce partenariat permettra à terme de mettre sur le marché de l'emploi des jeunes entrepreneurs de type nouveau, capables d'appuyer les politiques agricoles du Bénin. Je l'ai annoncé à l'entame de cette édition, c'est une belle façon choisie pour rendre hommage à un homme, un artiste. On parle là de Kofi Gaou à la galerie Anastasie Shaw de l'espace Ayadi à Ouida. Les œuvres de l'artiste plasticien sont exposées pour une période d'1 mois. L'initiative est de Patrick Ido, un jeune passionné de la culture qui a voulu célébrer le parcours de l'homme 3 années après son décès. On va maintenant à la découverte de ses créations avec Teddy Goudalo et Moufid Sagouan. 3 années déjà en arrière et l'artiste plasticien n'est plus. Il s'agit bien là de Kofi Gaou, dont les œuvres sont ici exposées à la galerie Anastasie Shaw de l'espace Adjadi qui côtoie le lac Toho dans l'arrondissement de Pao. 1 mois durant, ces créations de l'homme seront contemplées par le public béninois. Il est vrai que ce n'est pas totalement parfait le cas dans lequel nous sommes en train de vous recevoir, mais c'est l'ambition. C'est la volonté, la détermination qui nous amène pour contribuer au développement de la valorisation du patrimoine culturel et touristique de notre nation, le Bénin. 24 août 2019, 24 août 2022. Cela fait maintenant 3 ans que nous a quitté la légende Kofi Gaou, mais pour ses œuvres et sa passion pour la culture béninoise, nous ne nous lassons de nous rappeler de lui. Et depuis qu'il est parti, c'est la toute première activité officielle que nous menons. Je dis nous parce que je me considère comme étant de la famille, n'est-ce pas? Oui. Je me considère comme étant le garçon aîné de Kofi Gaou. C'est une manière pour ses proches du monde artistique et même sa famille de se rappeler du parcours de Kofi Gaou qui, de son vivant, a laissé des traces indélébiles dans le secteur. Même l'ambassade de la République populaire de Chine près le Bénin salue ici la mémoire de l'homme. J'ai consulté sur Internet, c'est un grand artiste qui se présente dans tous les domaines tels que théâtre, cinéma, sculpture, peinture et d'autres. L'ensemble de ces œuvres fait l'objet aujourd'hui d'une rétrospective, c'est-à-dire une immersion dans son univers qui nous permet d'apprécier à juste titre le génie créateur de son inspiration, de ses inspirations, la particularité qu'il imprime à chacune de ses œuvres et surtout le fol espoir qu'il a derrière, qui permet aux jeunes générations de savoir exactement dans quelle direction il faut aller. Kofi Gaou n'est plus, mais ses œuvres restent toujours accessibles. Et tout acte allant dans le sens de leur célébration sera bien accueilli tant par ses enfants et même le gouvernement.
Dernier sujet avant d'ouvrir le plateau invité, que devient la loi interdisant l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables au Bénin. Les effets néfastes de ces objets sur la santé de l'homme et sur l'environnement font l'unanimité dans le rang des spécialistes du domaine. Et malgré le danger, ils continuent d'être vendus dans les marchés et utilisés dans les ménages. Voici le constat fait par Ashongo Kanye Ashongo. L'usage de sachets plastiques peine à sortir des habitudes de certaines catégories de Béninois, vendeuses et acheteurs. Ces sacs en plastique non dégradables dans lesquels sont servis des aliments inondent le marché malgré la sensibilisation sur leurs effets nuisibles. Sur tous les marchés de la ville de Cotonou, ils sont dominants et les bonnes dames s'en débarrassent difficilement. Ce sont des sacs qui nous servent à emballer du piment en poudre, de la moutarde, de l'arachide écrasé. Comment allons-nous procéder si c'est interdit? En remplacement des sachets plastiques non dégradables, l'État a opté pour ceux biodégradables. C'est une catégorie qui se détériore avec le temps et ne comportant aucun impact nuisible sur la santé des usagers et des populations. Certaines vendeuses comprennent les enjeux et ne cessent de conscientiser les autres. Les sachets non dégradables ne se détruisent jamais, alors que ceux biodégradables le sont facilement. C'est pour notre bien-être que ces sachets sont produits. Ces sachets non dégradables qui détériorent les terres laisseront-ils place un jour à ceux appropriés? L'État béninois ne cesse d'agir dans ce sens, de même que des organisations non gouvernementales qui en font leur lutte quotidienne. Reste une prise de conscience des populations pour comprendre que les sachets non dégradables sont nuisibles à la santé. Merci à vous, Ashongo Kanye Ashongo, pour ce reportage. C'était le dernier sujet du point de l'actualité dans la deuxième partie du grand format. Nous allons parler d'abord de ce phénomène qui cause d'énormes dégâts aux populations. Il s'agit de la montée des eaux avec toutes les conséquences qui vont avec. Bono est l'une des communes les plus touchées au Bénin. Sommet sera sur ce plateau pour nous parler de la situation que vivent ses administrés. Mais avant, une pause s'impose. Voici la pub. Stimuler nos émotions comme un bon jeu de sport. Fais la passe. Pourquoi tu ne rentres pas dans la télévision pour lui faire la passe? Et comme dans la vie, tout ce qu'il faudrait, c'est une idée folle pour changer la donne. Et devenir la scène pour votre succès. Okay guys, listen. We have to tighten our defense. You, make sure you pass the ball. C'est ainsi que sont faits les gagnants. Ils ont une chance de dominer le jeu et saisissent cette chance pour prendre leur destin entre leurs propres mains. Êtes-vous prêts à gagner? 1xBet, suivez les leaders. Votre nouvelle série Canal+ originale. Je vois de gros nuages sur ta tête. La guerre dans ta famille. Des affrontements entre vous. Ça suffit! La prison. C'est fini ce jeu de cache-cache! Je vois la mort. Votre nouveau feuilleton quotidien. Le futur est à nous. Lundi 5 septembre, exclusivement sur Canal+ Pop. Chez Move Africa, tu réactives ton pass bonus avant expiration et tu gagnes des bonus extra. Waouh! Pour un pass bonus de 100 francs, tu as 225 francs au lieu de 200 francs, valable 24 heures. Pour le pass bonus de 500 francs acheté, tu as 1050 francs au lieu de 999 francs, valable 5 jours. Pour 1000 francs de pass bonus acheté, tu as désormais 1650 francs au lieu de 1675 francs. Et ce n'est pas tout. Pour 1500 francs de pass bonus acheté, tu as 2600 francs au lieu de 2499 francs. Tape étoile 173 étoile 1 dièse pour souscrire. Et oui, réactive ton passe bonus avant expiration pour t'affairer plus longtemps. Forfait valable pour les appels et SMS tout réseau plus Internet. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Le ministère de l'Intérieur, tout comme les services de la météo, alertent depuis quelques jours sur la gravité de la situation et les risques auxquels sont exposées les populations. Pour le moment, Malanville, Karimama, Adjoum et Bonou sont les communes les plus touchées par le phénomène des inondations avec la montée vertigineuse des eaux. À Bonou, quelle est la situation? Le maire de la commune est avec nous sur le plateau du grand format de ce dimanche. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, Monsieur Boukari. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au plaisir. Alors, depuis quand les populations de Bonou ont commencé par constater la montée des eaux? Merci, Monsieur Boukari. Je voudrais dire bonjour aux téléspectateurs. Il faut reconnaître que le phénomène de l'inondation est un phénomène naturel et périodique. Nous vivons l'inondation depuis plusieurs années, depuis toujours. Et il faut reconnaître que déjà au début du mois d'août, nous avons lancé des communiqués radio et ça passe en langue locale et en français également pour présenter la situation, pour avertir la population sur l'état des choses et les comportements à adopter. Et je pense que c'est ce qu'on a commencé par faire. Et il faut reconnaître que la situation... Quelle est la situation aujourd'hui? Merci beaucoup. Il faut reconnaître que en moins d'une semaine, l'eau a monté de façon drastique. Et c'est pourquoi le ministère de l'Intérieur a sorti le communiqué. Nous sommes à la lettre orange et ça peut virer au rouge à tout moment. Et donc la situation est préoccupante. Vous savez, sur les 34 villages de Bonou, 6 villages sont inondables. Et 8 sont totalement inondables et les autres partiellement. Est-ce que vous avez déjà fait un bilan des dégâts causés par oui, ces inondations? La semaine qui vient de s'écouler, on était sur le terrain. On a été au chevet des populations pour leur dire les comportements à adopter. Nous avons quelques images qui... Voilà les images. Il faut reconnaître qu'il y a des champs qui sont totalement inondés. Nous avons la perte des récoltes au niveau du manioc, la patate douce. Vous savez, Bonou est une commune essentiellement agricole. Nous produisons de la patate douce et puis du manioc également. La situation est là et c'est préoccupant tout simplement. Alors, comment est-ce que la population vit-elle cette situation? Oui, avec psychose naturellement. On ne finit jamais de s'apprêter. On sait que l'inondation vient, mais on ne finit jamais de s'apprêter. Et donc, nous sommes allés à leur chevet pour quand même les réconforter, pour leur dire les comportements et attitudes à adopter, comment prendre soin des enfants. Parce que nous approchons de la rentrée scolaire. Il faudrait que les enfants soient en condition pour que la rentrée se passe dans les conditions normales. Et c'est ce que nous essayons de faire pour le moment. Nous avons très rapidement lancé un bilan. C'est en cours. Je pense que d'ici le 6 prochain, on aura une vue globale, une idée sur les dégâts en termes de données chiffrées. Vous voyez, nous avons lancé déjà parce que la situation, si l'annonce reste telle qu'elle, dans les semaines à venir, nous allons connaître certainement une montée encore plus exponentielle que ce que nous avons aujourd'hui. Alors, la situation actuellement, elle est évolutive ou pour le moment stable? Elle est évolutive. Elle est évolutive. D'accord. Le ministère de l'Intérieur a sorti un communiqué, on en parlait justement, pour alerter sur la situation avec des consignes de sécurité précises. Alors, comment est-ce que ces consignes sont-elles perçues à Bonou? Oui, il faut reconnaître que nos populations ont compris l'enjeu de la chose et puisque quand vous êtes en situation, vous êtes obligé de respecter les consignes données par les autorités.
Et nous avons déjà, en cas de situation exceptionnelle, nous avons pris les dispositions déjà pour les sites d'accueil, pour les populations, bien les populations riveraines qui seront totalement inondées, qui ne seront plus en mesure de rester dans leur case. Par arrondissement, nous avons prévu des sites d'accueil. Nous avons 5 arrondissements. Il y a des sites d'accueil dans ces arrondissements-là. C'est ce que nous essayons de faire pour le moment. Il faut reconnaître essentiellement que nos populations attendent beaucoup de nous. Tout à fait. Attendent beaucoup de nous. En période de difficulté. En période de difficulté, parce que ces champs qui sont dévastés, c'est avec ces produits qu'ils vendent. Ils vont vendre et pouvoir traverser la période d'inondation, de crue. Voilà que tout est parti. Donc c'est un peu difficile, c'est compliqué à vivre. La rentrée, c'est dans 2 semaines. Hein. Est-ce que les écoliers ou les élèves donc, pourront reprendre le chemin donc, des classes le lundi 19 septembre prochain? Oui, nous sommes en train de prendre les dispositions. On a des bacs motorisés à notre disposition et nous envisageons suivre les choses avec les enseignants pour que la rentrée se passe dans de très bonnes conditions. Étant donné que nous avons déjà activé la plateforme de gestion des risques et de catastrophes, et nous pensons qu'ensemble avec cette plateforme, nous allons faire ce qui est de notre mieux pour que la population, les enfants qui vont commencer les classes d'ici là, puissent se sentir véritablement à l'aise. D'accord. C'est aussi une période très compliquée hein, pour les enfants qui sont exposés au risque de maladies hydriques. Est-ce qu'au niveau du conseil communal, vous avez un plan spécial pour la prise en charge des enfants? Oui, il faut reconnaître que nous prenons des dispositions avec le médecin-chef de notre commune, et eux tous font partie de la plateforme et nous suivons la situation. Il faut reconnaître, c'est le moment, si vous permettez, de lancer un appel à tous ceux-là qui nous accompagnent dans ces périodes-ci. Parce que la commune à elle seule, le conseil communal à lui seul ne pourra pas tout faire. Donc nous lançons un appel vibrant à tous ceux-là qui ont l'habitude de nous accompagner et de venir à notre secours pour que la situation de crue dans la commune de Bonou soit gérée au mieux. D'accord. En dehors des personnes de bonne volonté, les ONG, tout ça, qu'est-ce que le gouvernement peut faire concrètement pour nous? Je pense que le gouvernement a déjà commencé, déjà par le communiqué du ministre de l'Intérieur. Et il faut reconnaître qu'ils suivent la situation avec nous. Il y a l'Agence nationale pour la protection civile, la NPC, qui a fait poser des balises déjà dans la zone, dans la commune de Bonou, pour suivre au fur et à mesure la montée des eaux, pour savoir quelles dispositions prendre, quel compte rendre au ministre, et donc pour les dispositions idoines. Alors aujourd'hui, si une ONG donc, doit appuyer, de quoi est-ce que vous avez besoin concrètement pour protéger donc, la population? Non, il faut reconnaître que... Est-ce que c'est des vivres, des naturellement, des vivres, je le disais tout à l'heure. Oui, naturellement, il y a des tentes, il y a des vivres, parce que ces communautés vendent les récoltes, les produits issus de ces champs-là pour pouvoir survivre pendant la période de crue. Maintenant que tout est en train de partir, naturellement, nous avons besoin de l'accompagnement en termes de vivres, en termes de médicaments de premiers soins, pardon, en cas de fièvre et autres. Il faut quand même que nous ayons quelque chose pour assister ces communautés-là. Donc voilà ce que je peux dire. Il faut annoncer également, puisque à l'étiage, le débit de l'eau est très faible. Mais quand l'eau monte, le débit de l'eau est multiplié par 220. Ah oui. 220. Donc c'est assez important. Et les 5 pirogues là, ne peuvent pas traverser. Il faut des bacs motorisés. Nous en avons, mais en nombre insuffisant. C'est le moment aussi pour nous de lancer cet appel pour que nos donateurs, ceux-là qui nous accompagnent, puissent réfléchir et nous accompagner aussi dans ce sens. Merci beaucoup à vous, Monsieur Thierry Sonayon Toulegbe, donc maire de la commune de Bonou. Bon retour à vous et bon dimanche. Merci beaucoup, Monsieur Boukari. Merci.
Mesdames et messieurs, nous allons sortir des eaux pour nous mettre sur la route à la suite du maire de Bono. C'est le secrétaire général adjoint du syndicat national des conducteurs du Bénin, gros porteur, qui passera dans un instant avec Didier Chopon. Nous allons parler de la non-disponibilité des parkings gros porteurs à Aboumey-Calavi. Mais avant, un tour à la régie. Et oui, le complexe scolaire Clé de la Réussite a obtenu au bac 2022 7 mentions très bien et plusieurs mentions bien. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la Réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2, enseignement général et commercial de la 6e en terminale, A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en secrétariat bureautique. Formation en transit et consignation. Nos différents sites sont désormais équipés de caméras de surveillance et nous disposons d'un forum digital pour discussion et échange avec les parents d'élèves. Sites de Ménontin vont en face du marché de Ménontin, de Zobouré vont derrière le stade de l'Amitié, de Bégamin en face des rails, de Calavi au quartier Agori, route de Tampé. Clé de la Réussite, votre école famille cultive l'excellence depuis bientôt 20 ans. Téléphone à 97 88 42 16. Tu rêves d'avoir une voiture? MTN te donne ta chance avec la promo La Main de Fer. Du 20 août au 19 septembre 2022, envoie le mot FER, F-E-R, autant de fois que possible par SMS au 70 60 et tente d'être parmi les 20 premiers sélectionnés qui auront l'opportunité de gagner une magnifique Suzuki Vitara de Sokar Bénin. Participe maintenant et commence la rentrée en beauté. Coût de participation 200 francs par SMS. Règlement du jeu disponible sur le site mtn.bj. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Stéphane Achinou-Rosso est le rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. C'est avec lui que nous allons, dans une quinzaine de minutes, passer en revue quelques sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine. Mais avant, on va évoquer un autre sujet. Il s'agit de la non-disponibilité des parkings gros porteurs malgré l'interdiction des stationnements anarchiques. Monsieur Didier Chopon, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes le secrétaire général adjoint du syndicat national des conducteurs du Bénin, gros porteur. C'est exact. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Alors, quand est-ce que votre syndicat a été créé et quelle est sa mission? Merci pour cette première question, monsieur Boukari. Le syndicat national des conducteurs du Bénin, gros porteur, SNCBGP, que dirige monsieur Kassoum Boukari, a été créé le 20 octobre 2018 au CPA de Cotonou. Je pense que bien avant ça, il y a eu des tractations. Voilà, le syndicat a vu le jour et ça fait son petit bonhomme de chemin. D'accord. Alors, avant d'évoquer la non-disponibilité ou le manque des parkings, on va parler des heures de pointe qui sont définies, mais qui ne sont pas respectées par tous les conducteurs de camions. Est-ce que vous avez fait le constat à votre niveau également? Écoutez, monsieur Boukari, vous dites que ce ne sont pas respectés. Non, je pense que nos amis syndiqués conducteurs de camions gros porteurs respectent les règlements que nous a, disons, donné les autorités. Et ceci étant, les heures de pointe sont respectées. Et vous ne restez pas sans savoir que conduire un camion gros porteur, c'est quelque chose qui nécessite vigilance et conscience. Et en ce qui concerne le non-respect des heures de pointe que vous énumérez, je peux dire non.
nos amis syndiqués respectent les heures de compte. Alors, comment peut-on expliquer le fait que les conducteurs de camions soient de plus en plus impliqués donc, dans les cas d'accident, surtout dans les grandes villes du Bénin? Écoutez, M. Boukari, je pense que c'est une très belle question et je vous en remercie. Les cas d'accident récurrents dans la ville de Cotonou et Calavi, par exemple, je pense que c'est le manque des voies de stockage. Quand je dis voies de stockage, c'est des catégories de voies qui sont juste à côté de la chaussée, la voie principale, et que quand un conducteur de véhicule, en général, ou un camionneur, vous ne savez pas ça, sans savoir qu'un engin peut être en train de rouler et d'ici à là, il peut y avoir de petits pépins. Mais il faut que le camion se range quelque part pour ne pas faire entrave à la circulation. Donc je pense que les cas d'accident, à des moments donnés, sont dus à ces choses-là. Mais je pense qu'avec le syndicat national des conducteurs gros porteurs SNCB, que dirige M. Abdoul Kassim, le président, nous veillons tout cela et nous sonnons la sonnette d'alarme afin que l'autorité puisse mettre en exergue tout ça là pour le bien-être de la population. D'accord, mais qu'est-ce qui justifie le bras de fer qu'on observe régulièrement entre les conducteurs de camions, membres donc de votre syndicat, et les conducteurs des pays de l'interland? Écoutez, ça c'est vrai, c'est le moment où jamais de le dire. Je pense que nous sommes marginalisés par nos autorités. Je pèse bien mes mots, puisque ailleurs, on traverse les frontières en tant que conducteur de poids lourd. Nos amis syndiqués, nos camarades membres syndiqués conducteurs traversent les frontières et ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Et si je prends par exemple le cas des chargements, les Nigériens, les camions nigériens, quand ils viennent au port de Cotonou, ils sont chargés, ils sont respectés, mais nos camionneurs du Bénin, quand ils vont dans les pays de l'internat, ils sont marginalisés. Pourquoi la situation est comme écoutez, ça? Je pense que les autorités doivent revoir leur copie à ce sujet, et raison pour laquelle... Quand vous dites marginalisé, il s'agit de quoi concrètement? Nous sommes marginalisés parce que même déjà dans notre pays, au sujet des chargements, vous ne restez pas sans savoir qu'il y a le chemin de fer qui doit être reconstruit entre le Niger et le Bénin. Les chargements des tuyaux pour le pipeline qui est en cours et autres, c'est rien que des camions du Niger qui les chargent. Et les camions RB, si je peux les appeler ainsi, et les camions RN, il n'y a pas photo. C'est rien que les camions RN ou les transporteurs RN qui font ces bonnes affaires. D'accord. L'autre préoccupation des conducteurs de camions aujourd'hui, c'est le niveau de leur salaire et surtout leur non-déclaration à la CNSS. Que fait votre syndicat dans ce sens? Vraiment, Monsieur Boukari, je vous remercie pour cette très belle question. Et je pense que le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, a déjà tapé le poing sur la table. Et je pense que nous allons mener des démarches qu'il faut, puisque les plus marginalisés dans le secteur de l'emploi au Bénin, c'est les conducteurs. Je généralise en disant cela. Je généralise en disant cela parce que les conducteurs en général sont marginalisés. Puisque même si vous prenez un patron qui doit se rendre au service, qui est-ce qui va le conduire? Si ce n'est pas le conducteur. Le conducteur doit être la personne qui doit se réveiller le plus tôt possible pour être déjà au boulot et, disons, mettre au propre le véhicule et attendre son patron. Et nous faisons tout ça là. Mais côté salaire, je pense que il n'y a pas photo par rapport aux autres cadres. Mais je pense que les autorités doivent revoir ça là. Et la non-déclaration de nos conducteurs, je pense que c'est là où le bas blesse le plus. Un conducteur de camion gros porteur, c'est un citoyen comme tout autre. C'est un citoyen comme tout autre. Vous prenez la majorité des conducteurs de camions gros porteurs au Bénin, ils ne sont pas déclarés au CNSS. Et c'est ce que nous allons lutter
vaille que vaille pour cela. Pour avoir, satisfaction. Alors, malgré l'interdiction et les sanctions annoncées par le préfet, les conducteurs continuent de stationner anarchiquement leurs camions au bord des voies. Pourquoi? Oui, monsieur le journaliste, je vous remercie. Vous avez fait le constat avec moi. Écoutez, le constat, oui et non. Oui. Dans la mesure où il y a quelques cas qui sont encore d'actualité. Et cela n'est pas dû à la volonté des conducteurs. Ceci étant, les conducteurs, vous savez, comme je viens de l'énumérer, un camion qui roule, un matériel roulant, peut avoir de panne en marche. Et c'est ces cas-là qui sont récurrents maintenant. Et vous voyez, si vous marquez un arrêt, ou bien votre véhicule est en panne en ce moment-là, vous aurez les flics à vos trousses, les policiers que nous respectons d'ailleurs, qui sont nos amis. Mais, comme je viens de le dire tout à l'heure, les voies de stockage, quand on dit voies de stockage, je viens de le dire tantôt, c'est les voies qui sont aménagées, c'est-à-dire réservées aux camions, un peu comme les voies réservées au bus pour prendre ou décharger les passagers. Et s'il y a ce genre de voies, je pense que s'il y a un petit panne, ou plutôt une petite panne, excusez-moi, le camionneur peut se ranger et pour ne pas faire entrave à la circulation. Aussi, je pense que c'est le moment de saluer le gouvernement en place. Puisque si vous voyez un peu devant le port autonome de Cotonou, la voie qui est en construction, je pense que c'est le boulevard de la Marina, si je ne me trompe, qui passe devant le port autonome de Cotonou. Cette voie-là, vous voyez, il y a déjà des voies de stockage. Si ce n'est que les petits véhicules poids légers qui l'utilisent en ce moment, mais il y a des voies de stockage. Et cela permet la fluidité de la circulation. Et il n'y a plus d'embouteillage à ce sujet. Mais je reviens, s'il vous plaît, et par rapport à la non-déclaration des chauffeurs. Il faut que, comme le président l'a dit, moi je sais que quand il le dit, il le fait. Le président Talon, c'est un monsieur, quand il dit, il le fait. Il n'a qu'à penser aux conducteurs de véhicules. Je pense que lui, il a eu des chauffeurs. Je pense que des chauffeurs hors classe. Mais il doit nous aider à lutter contre la non-déclaration des conducteurs de véhicules en général. D'accord. En tant que conducteur, pourquoi est-il important pour vous d'avoir des parkings? Mais les parkings, c'est un peu comme, si je peux m'exprimer ainsi, vous êtes un paysan, vous n'avez pas, vous cultivez, vous n'avez pas là où stocker. Un grenier. Voilà, un grenier, exactement, merci pour le mot. Les parkings, c'est dégueulasse. Je vais même d'abord commencer par le nord, le parking de Bousoukari, qui est dans un état très piteux, très insalubre. Et nos camarades conducteurs de véhicules payent des redevances, 10 000 francs à chaque fois. Quand tu rentres, tu peux rentrer et ressortir, tu rentres dessus, tu payes les 10 000 francs. Mais aujourd'hui, allez-y voir ce parking-là. Les camions font tomber des conteneurs sur ce parking. Et pour le moment, rien n'est fait. Il y a des trous un peu partout et rien que de la boue. Et revenons un peu au sud. Parlons des parkings, parlons-en. En ce qui concerne les deux parkings au niveau du sud, quand je dis sud, je mélange un peu l'Atlantique et le littoral. Il y a deux parkings au niveau d'Adjagbo, le parc communément appelé parking Sobemap, qui est dans un état très insalubre. Il n'y a même pas de toilettes, il n'y a pas de cantine pour nos amis conducteurs. Et au niveau du parking de Godomé, ce n'est pas aménagé non plus. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier le préfet de l'Atlantique, M. Jean-Claude Kodia, qui nous avait reçu. Vous avez déjà fait des démarches dans ce sens? Nous avons mené des démarches. Nous sommes un syndicat sérieux au SNCBGP. Qui sont ceux-là que vous avez rencontrés? Mais nous avions rencontré le préfet lui-même et le DGPN. Ils nous ont reçus avec, disons, dans une ambiance très chaleureuse. Et ceci étant, le préfet nous a rassurés qu'il fera tout ce qui est de sa possibilité pour que ce que nous avons comme doléance soit respecté. Et
nous a encore donné de sages conseils en disant de bien cadrer nos amis et syndiqués conducteurs de camions gros porteurs afin que désormais qu'ils adoptent des comportements qui frisent le civisme, mais aussi de son côté qui fera tout pour nous donner satisfaction, puisque les parkings, comme je viens de le dire, c'est un peu comme un paysan qui n'a pas de grenier si vous n'avez pas de grenier. Votre doléance, donc, c'est l'aménagement des parkings de Godomé et Pao. L'aménagement, oui, des deux parkings d'abord, mais les parkings qui existent pour le moment, c'est insignifiant. 2 parkings pour la ville de Cotonou et de Calavi, si je peux m'exprimer, mais si. Et il y a des milliers de camions qui circulent. Si vous voyez un peu les camions des pays de l'Interland, à savoir le Niger, le Burkina Faso, le Mali et le géant de l'Est, le Nigeria, tous ces camions-là circulent et traversent le Bénin. Mais je pense que s'il y a des parkings, quel chauffeur ne veut pas, disons, après des longues chemins de route, aller voir sa famille à la maison, laisser son camion garé au parc et aller voir. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité pour les membres de votre syndicat de cotiser pour aménager ces parkings-là, puisque vous voulez travailler dans de bonnes conditions? Mais raison pour laquelle, monsieur le journaliste, je vous remercie encore une fois encore pour cette question, raison pour laquelle nous nous sommes mis au pas afin de contribuer au développement tant amorcé par le président de la République. Je pense qu'aujourd'hui, si vous prenez par exemple le port de Cotonou, c'est certifié ISO 14001 version 2015. Et il faut que cela perdure. Et nous, les conducteurs de camions gros porteurs, nous voulons participer à la bonne gouvernance, raison pour laquelle nous nous sommes réunis pour faire tout ce qu'il y a de bien pour accompagner le gouvernement en place. D'accord. Est-ce que vous avez un appel à l'endroit des autorités, peut-être que vous avez déjà rencontré, et également le gouvernement? Donc, le gouvernement a pu vous demander de vous accompagner pour la cause que vous défendez. Merci, monsieur le journaliste. Le gouvernement, oui, si déjà nous avons eu à rencontrer le préfet. Monsieur Jean-Claude Kodia, qui nous a reçus. Un bon administrateur, je vous l'avoue. Il nous a prodigué des conseils, de sages conseils, comme je viens de le dire tout à l'heure. Je pense que c'est déjà le gouvernement. Mais les démarches, nous allons les mener. Pourquoi pas demander une audience et aller voir le président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, pour lui dire ce que nous avons comme, disons, qui parle de syndicats, à des moments donnés, pense que c'est rien que des revendications. Mais chez nous, ce n'est pas là, ce n'est pas cela. Au SNCB, nous voulons accompagner le gouvernement en place en menant, disons, des gestes qu'il faut, en faisant ce qui a lieu de faire. En ce qui concerne la cotisation dont vous venez de parler, je n'ai pas oublié, cotisation, pourquoi pas, mais écoutez, si les parkings sont aménagés, on dit toujours qualité-prix. Qualité-prix. Si les parkings sont aménagés, la mairie va y gagner. Pourquoi pas? Ça va être une cogestion. Cogestion aussi. En tout cas, nous sommes prêts à. Est-ce que vous avez fait cette proposition-là au préfet? Il faut rencontrer aussi les maires également qui sont concernés. Mais je pense que le préfet, comme je viens de le dire, et M. Jean-Claude Kodia est un bon administrateur. Il nous a dit qu'il fera ce qui est de sa possibilité, et en mettant, disons, tout ce qui est de sa possibilité pour nous donner satisfaction. Mais nous autres, nous avons notre partition à jouer. D'accord. Merci à vous, Monsieur Didier Chopon, secrétaire général adjoint du syndicat national des conducteurs du Bénin, gros porteur. Merci de votre passage sur le plateau du grand format. On va vous dire bon dimanche. Merci, Monsieur Okari. Bon dimanche à vous. À vous également. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas que Yélian de Silva sera sur ce plateau dans une quinzaine de minutes. Notre artiste de la semaine qui lance son nouvel album dimanche prochain à Cotonou. Mais en attendant de la recevoir, nous allons passer au décryptage de l'actualité nationale avec mon invité média, Stéphane Achinou-Rossou, est le rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. On va l'installer.
Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité_fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité_fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Retour sur ce plateau pour la suite de notre aventure. C'est le moment de passer au peigne fin. Les sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine, c'est avec mon invité média déjà installé, Stéphane Achenou-Rosso. Bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. Bienvenue sur le plateau du grand format. Merci. Avec vous, le tour d'horizon de l'actualité nationale que nous allons démarrer avec l'actualité qui nous concerne nous-mêmes. D'abord, professionnel des médias, Zakiat Latoundi. Zakiat Latoundi a été réélu président de l'Union des professionnels des médias du Bénin pour les 3 prochaines années. Victoire méritée? D'abord, merci pour l'invitation. On peut déjà commencer par dire qu'à partir du moment où elle a été réélue, ça ne peut être qu'une victoire méritée. Et par rapport à ça, on félicite déjà notre consoeur qui devient à nouveau notre présidente pour les 3 prochaines années. Mais il faut déjà dire que les conditions dans lesquelles elle a été réélue ne sont pas forcément des conditions qui honorent la presse béninoise. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des remous, qu'il y a eu des contestations, des protestations. Et le film même qui s'est déroulé à la Maison des médias Thomas Meillanson n'est pas du tout de nature à honorer nous, professionnels des médias, qui sommes, j'allais dire, censés donner des leçons aux hommes politiques et à la population générale. D'accord. Zakiat Latoundi, elle est chroniqueur santé ici à Canal 3. Son bilan donc, avait été contesté pendant la période un peu avant les élections. Est-ce que c'est finalement ce bilan qui a joué en sa faveur? Bon, on ne saurait le dire. On ne saurait le dire. Mais tout compte fait, quand quelqu'un a passé 3 années à la tête d'une structure,
on ne peut pas dire que celui-là n'a rien fait. Donc, en tant que présidente, elle a dû forcément faire des choses qui lui ont valu cette réélection. Mais moi, je veux dire qu'au-delà de sa réélection, au-delà de la joie que ça peut susciter dans un camp ou de la contestation que ça peut susciter dans l'autre camp, il faut qu'à la faveur de sa réélection, on puisse s'asseoir pour réfléchir, pour dire que si l'élection à l'UPMB suscite autant de contestations, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il y a à bouffer là? Moi, je pense qu'on ne doit pas lutter, contester pour une chose aussi simple, aussi banale. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce dont les professionnels des médias ont besoin, c'est comment faire pour que leurs conditions puissent s'améliorer. Et moi, ce scénario, cette scène lugubre, macabre, où on voit des journalistes surchauffés, moi, ça me laisse un peu perplexe. Nous avons plus à penser, plus à faire que ça. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui doit nous diviser. Et ce qui nous unit aujourd'hui, c'est comment faire pour que nos situations, nos conditions de vie puissent être améliorées. Voyez-vous, aujourd'hui, quels sont les patrons de presse qui sont capables à même de payer les journalistes, les professionnels des médias sur la base de la convention collective? Aujourd'hui, qui en parle? Personne. Personne. On a comme l'impression qu'on laisse l'essentiel et on est là à se débattre sur des choses absolument futiles. Et puis moi, je dis, quand vous regardez un peu le passé, on a comme l'impression qu'on n'apprend pas de nos aînés. Nos aînés ont eu leurs difficultés, ont eu leurs différends. Mais ils ont eu le mérite de s'entendre sur le minimum. Au point où on avait eu comme l'impression qu'avant que les élections approchent, ils s'entendent, ils se retrouvent dans un couvent pour dire, bon, c'est toi qui prends. Après toi, ce sera l'autre. Pourquoi notre génération ne peut pas faire ainsi? Et moi, je me désole de la situation parce que ces aînés-là se sont repliés et ne veulent plus s'impliquer dans ce qui se passe. Et moi, je crains que le pire n'arrive. Et ce qui s'est passé à la maison des médias à Thomas Meillansan n'est que l'expression de la réalité profonde que vivent les professionnels des médias. Il y a trop de clans au sein des professionnels des médias. On se divise sur des intérêts au contour concentrique imbriqués. Personne ne veut dire on va s'entendre sur l'essentiel. Quand on forme des clans pour manger ici, on forme des clans et quand l'autre n'est pas dans ton clan, c'est qu'il est moins journaliste que toi. On a comme l'impression qu'il y a les uns, les autres et les divers, comme le dit un confrère. On doit arrêter avec ce scénario-là et nous entendre pour dire nous devons nous battre pour que nos conditions s'améliorent, pour que nos conditions changent. Mais aujourd'hui, quand on voit les aînés, leurs conditions aujourd'hui est bien meilleure que la nôtre aujourd'hui. Donc pourquoi ne pas s'entendre pour aller de l'avant? Moi je pense qu'aujourd'hui, Zakiat, notre consoeur, a été réélue présidente. Elle doit faire parler son cœur de femme et ramener tout le monde à la raison. On ne doit pas assister encore au scénario de on va devant le tribunal comme les patrons de la presse le font. Non, on ne doit plus assister. Ça n'honore pas la presse. Et moi, je suis meurtri en parlant de ces choses. D'accord. Le PMB aurait été beaucoup plus honoré, donc ou grandi, si les candidats malheureux, fortunés ou Josué appelaient Zakiat Latoundji et la féliciter, non? Absolument. Je pense que ce serait fair play. C'est vrai. C'est vrai qu'ils ne se sentent pas vraiment dans leur peau. Ils ont des contestations, ils ont des choses à reprocher à Zakiat. Mais moi, je pense que si elle est réélue, on fait table rase du passé. Et ce qu'ils ont comme projet de société, ils peuvent reverser ça à Zakiat pour dire, voilà notre vision. Nous n'avons pas été d'accord de la manière dont les choses sont faites ou ont été faites, mais nous voulons que désormais, voilà ce que tu dois faire pour que notre corporation puisse s'améliorer. Et je pense que ça va être plus digne. D'accord. La page donc, de l'élection est déjà fermée. Rendez-vous donc dans 3 ans pour ceux qui nourrissent les ambitions de diriger notre union. Mais pour vous, quels doivent être les défis pour cette nouvelle équipe que dirige Zakiat Latoundji? 3 défis. Premier défi, c'est déjà d'apaiser les cœurs. Pour éviter qu'on aille au tribunal. Apaiser les cœurs. Donc, créer le consensus autour de son mandat. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, faire en sorte que les conditions
de vie et de travail des journalistes puisse s'améliorer. Deuxième défi, et ce serait à travers des actes forts, des projets forts. On ne veut plus des discours, on ne veut plus qu'on prenne l'UPMB comme si c'était l'apanage de quelques-uns qui doivent profiter de ce qui vient là. Non, l'UPMB n'est pas l'apanage, c'est pas un patrimoine de quelqu'un, c'est pour nous, professionnels des médias. Et donc, on doit créer un large consensus autour de la gestion. Donc, notre situation doit s'améliorer. On doit sentir notre président s'impliquer à fond. Pourquoi ne pas faire des lobbying, faire des plaidoyers? Moi, je pense qu'elle doit vraiment agir dans ce sens. Troisième défi, c'est que la question de la formation. La question de la formation des journalistes. Je crois que l'UPMB doit créer des conditions pour que nous puissions avoir des formations dans certains domaines. Et je pense que quand elle va pouvoir réussir ça, elle aura un mandat apaisé pour que les journalistes ne soient plus à la solde des politiciens. Et pour éviter ça, il faut que le journaliste mange. Quand vous n'avez pas à manger, on ne peut pas vous demander d'être vertueux. Il faut un minimum de bien-être pour exercer la vertu. Quelqu'un qui a faim n'a rien à foutre avec votre morale. D'accord. Alors bientôt, une autre élection à la HAC où siègent 3 représentants de la presse aux côtés des représentants du chef de l'État et du Parlement. Est-ce que c'était tout l'enjeu de l'élection de juillet dernier? Je pense. Je pense. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que nos petits intérêts là ne doivent pas primer sur l'intérêt global de la corporation. Voyez-vous. Et je vais vous dire une chose. Si vous observez bien, vous devez avoir comme l'impression que les problèmes de la presse béninoise sont réglés de façon générationnelle. Mais avec une trame. Dès lors que les élections à la HAC pointent à l'horizon, vous voyez, ça implose les professionnels des médias. Il y a des camps. Vous voyez, jusque-là, par exemple, vous voyez, les cartes de presse ne sont pas sorties. Hein. Bon, bientôt, les cartes de presse vont sortir. Pourquoi? Parce qu'il y aura élection. Moi, je pense qu'il faut qu'on... Je ne sais pas comment je vais dire, mais moi, je pense qu'il y a un problème. Oui. Il y a un problème de fond. On ne doit pas clochardiser le professionnel des médias. On ne doit pas le chosifier. On ne doit pas le chosifier. Prendre comme si, bon, c'est un objet, comme il y a ça, on le tourne de ce côté, comme il n'y a pas ça, on le... Ceux qui sont en train de soutenir des camps aujourd'hui, là, je pense que dans 1 an, dans 2 ans, ils auront l'occasion certainement de constater que leur lutte n'aura pas payé. Parce que ceux-là qui sont là, quand ils auront tiré bénéfice d'eux, ils ne vont plus penser à eux. Et c'est ça qui tue la corporation. Autre sujet avec vous, Stéphane Akhenoukhosou, le chef de l'État était l'invité du mouvement des entreprises de France face à un parterre de chefs d'entreprise français. Patrice Talon a vendu à sa manière le Bénin avec un discours qui fait polémique au pays pour attirer les investisseurs au Bénin. Le président Patrice Talon rassure qu'il n'y a pratiquement pas de grève au Bénin. Est-ce que c'est une bonne stratégie de communication? Bon, c'est une bonne stratégie de communication. Ça dépend. Ça dépend. Hein. Ça dépend de là où on se trouve. Moi, je crois bien qu'on ne doit pas donner raison à Léopold Sédar Senghor qui disait que la raison est hélène et l'émotion est nègre. Vous voyez, on ne doit pas être émotif. On ne doit pas être émotif. Quand quelqu'un agit, nous devons prendre du recul pour voir les motivations réelles de son action. Et le discours du chef de l'État fait polémique aujourd'hui parce que les gens n'ont pas intégré sa logique. Les gens n'ont pas compris sa logique. Le chef de l'État, en France, lors de cette rencontre des entrepreneurs français, était dans la posture de quelqu'un qui vend. Il était dans la posture de celui-là qui veut des investisseurs dans son pays. Et quelqu'un qui a cette psychologie, qui est dans cette psychologie-là, ne peut tenir que le discours que le chef de l'État a tenu. Cela ne doit pas susciter tant de remous. On doit le comprendre. Nous sommes d'accord? On doit le comprendre. Et l'autre chose que je veux dire, c'est que pour apprécier
le discours de quelqu'un, il faut l'apprécier du point de vue de sa validité et du point de vue de sa véracité. Du point de vue de sa validité, parce que celui qui veut convaincre trouve les enchevêtrements logiques dans son discours pour convaincre. Et tout ce que le chef de l'État a dit le jour-là, c'est pour convaincre. Ceux qui sont dedans savent ce qui se passe. Mais vous n'allez pas demander à celui qui veut amener de l'argent d'aller dire des choses pour faire amener de l'argent. On ne peut pas le lui reprocher. Maintenant, ceux qui sont dedans, quand le chef de l'État vient, on peut lui dire, quand même, c'est bon, tu as vendu, mais tu as quand même un peu exagéré. Et je pense que c'est sur ce plan-là qu'on peut trouver des choses à dire. Alors, c'est vrai que les pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire n'ont pas eu besoin de ces projets d'atteinte aux libertés, aux libertés d'expression pour arriver à ce niveau de développement. Mais le Bénin reste quand même le Bénin. Oui, c'est vrai que le Béninois reste attaché à sa démocratie. Les questions de liberté, le Béninois est sensible à ça. Et quand on a entendu le chef de l'État dire certaines choses, on peut s'en offusquer. On peut, quand il dit par exemple que quand on n'a pas acquis les fondamentaux, on ne peut pas donner une certaine parcelle de liberté à la population, c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant. Mais au fond, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, ne soyons pas émotifs. Au fond, quelque part, est-ce qu'il n'a pas raison? Je ne voudrais pas m'ériger ici en l'avocat du chef de l'État, mais je veux qu'on apprécie les choses objectivement. Je veux dire que quelque part, il en a abusé, mais au fond, est-ce qu'il n'a pas quelque part raison? Quand il dit par exemple que c'est le sacrifice, non, le recul donc, de la démocratie et le sacrifice à faire. Non, oui, il y a des thèmes qui sont un peu exagérés. Mais c'est pourquoi il dit au fond. Quand vous avez faim à la maison, quand tout le monde a faim à la maison et que on veut que chacun parle d'abord avant de trouver les moyens pour qu'on mange, ça va être un peu compliqué. Et je pense que c'est cette philosophie politique que le chef de l'État a voulu développer. Maintenant, ce ne peut pas être au prix de la liberté, ce ne peut pas être au prix du recul démocratique. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut trouver des choses à reprocher au chef de l'État. Trouver des mots pour justifier les actes qu'il pose, d'accord, mais trouver des mots pour dénaturer la nature même du concept de démocratie doit pouvoir nous amener à dire que le chef de l'État a quand même un peu exagéré. Alors, en son temps, Boni Yayi, l'ancien président de la République du Bénin, parlait de démocratie Nescafé. Aujourd'hui, Patrice Talon estime qu'il faut mettre la démocratie, on va dire, en veilleuse pour aller au développement. Alors, finalement, au Bénin, la démocratie et le développement ne font pas bon ménage? La démocratie et le développement peuvent faire bon ménage. Mais la démocratie n'est pas le seul critère de détermination d'un pays développé. La Chine n'est pas un État démocratique, mais la Chine est un pays développé. C'est pourquoi je suis d'accord avec le chef de l'État lorsqu'il dit qu'on va appliquer la démocratie, mais on ne peut pas appliquer la démocratie à l'européenne. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas appliquer la démocratie à l'européenne qu'on va s'aborder les acquis ou les principes démocratiques même. Donc, je voudrais simplement demander au chef de l'État, humblement demander au chef de l'État que nous sommes d'accord avec lui par rapport à son discours, mais il ne faut pas non plus qu'il en abuse en dénaturant les acquis même de la démocratie au Bénin. C'est tout ce que moi je pense. Le chef de l'État envisage par ailleurs le programme de maîtrise ou de contrôle de naissance. C'est une bonne nouvelle, non? Oui. Bonne nouvelle absolument, parce que quand vous n'avez pas suffisamment à manger et que vous procréez encore davantage, c'est que vous créez des problèmes. Donc je pense que réguler les naissances serait une bonne manière quand même de maîtriser la démographie. Nous n'avons pas assez de moyens, Même maintenant, même avant que le chef de l'État lui-même ne le dise, je pense que les Béninois deviennent de plus en plus conscients de la chose. Aujourd'hui, ce n'est plus comme au temps de
nos grands-parents où un seul père peut faire 25 ou 30 enfants. Moi, je suis issu d'une famille où nous sommes près de 20. Mais aujourd'hui, je ne peux pas m'offrir le luxe, n'est-ce pas, donc d'avoir 10 enfants. Donc je pense que la maîtrise des naissances est nécessaire et à toute action visant au concourant au développement d'un pays. C'est vrai que le Nigeria d'un côté où la densité de la population est suffisamment importante, mais pourtant le niveau de développement du Nigeria n'est pas négligeable. Oui, je suis d'accord avec vous, mais il faut faire le ratio. C'est par rapport à vos moyens. C'est par rapport à vos moyens. Quelqu'un, si vous êtes 20 et que votre père a les moyens, les 20 ne posent pas de problème. Mais si vous êtes 5 et qu'avec les 5, votre père ne dispose pas des moyens, c'est que les 5, malgré que vous soyez en nombre petit, ça va poser des problèmes. Donc je pense qu'il est important par rapport à nos moyens. On ne peut pas comparer le Bénin au Nigeria. Ça, en termes économiques, ce ne serait pas vraiment raisonnable. Donc le Bénin aujourd'hui, par rapport aux moyens que nous avons et aux défis que nous nous donnons, nous devons pouvoir revoir notre démographie. Notre rythme de naissance. Voilà. Stéphane Achinou Rossou, rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision, merci beaucoup pour ces analyses. On se retrouve dans quelques semaines. Merci. Merci beaucoup et bonne journée. Mesdames et messieurs, on va découvrir à présent notre artiste de la semaine à travers ce clip. Mauchelo de Yelia de Silva, chanteuse et compositrice, notre artiste de la semaine sur le plateau du grand format. Bonjour, bonne arrivée. Alors toujours aussi rayonnante, comment vous portez? Très bien. D'accord. Et de ton côté, ça va? Oui, ça va très bien. Avant de parler de votre nouvel album qui sera lancé dimanche prochain, on va revisiter un peu votre performance. Votre aventure musicale a commencé en 2008. Aujourd'hui, comment vous-même vous appréciez votre parcours? Est-ce qu'au départ, les objectifs que vous vous êtes fixés, est-ce que vous avez l'impression que vous avez fait tout ce que vous avez prévu? Bon, pas encore, mais quand même. Et je peux dire merci à Dieu que ça évolue de tout petit, ça évolue un peu. Je ne peux pas dire que de 2008 à aujourd'hui que je n'ai pas connu une évolution, je ne pouvais pas dire ça. Et surtout, chance à moi que je me suis retrouvée avec une grande maison de production
Aliou le Jaguar, qui a fait de moi, aujourd'hui ce que je suis. Yélian de Silva, que vous connaissez avant, n'est plus Yélian d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Yélian est devenu une grande Yélian. Voilà. Donc, alors, c'est vrai que l'univers du showbiz béninois n'est pas trop favorable aux artistes. Donc, c'est un peu du sauve qui peut. Hein. Donc, oui. Chacun se débrouille comme il peut, chacun. Alors, comment vous arrivez à vous en sortir? Bon, moi, je vais simplement dire, je le répète toujours, que je vais dire merci à ma maison de production. Yélian, la seule chose que moi je vais faire, et il suffit simplement de mettre en place la composition. Et puis, c'est la maison de production qui prend en charge tout ce que je peux faire. Donc là, c'est une chance à moi de se retrouver avec cette grande maison. Aliou le Jaguar. Le style musical que vous avez adopté, c'est le tradi moderne. Alors, quels sont les faits de société, les thématiques que vous chantez souvent dans vos morceaux? Yélian de Silva, j'apporte un de plus à tout un chacun dans tous mes morceaux, c'est-à-dire des messages qui... Je chante le quotidien, tout ce qui peut amener un de plus à tout un chacun. J'aime chanter l'amour, le respect social, comment se comporter dans la vie, un peu de tout quand même, toute une variété. D'accord. Alors vous, vous dénoncez également la fausse amitié, donc la mauvaise compagnie. Est-ce que vous en avez été victime? Bon. Les faux amis Ça n'en manque pas, ça n'en manque pas. Mais je suis une coiffeuse, donc très souvent je suis avec les femmes et qui ne font que discuter de ça. Et bon, j'ai connu cet échec, j'ai été victime de ci et ça. Et tout ça la motive à composer des bons morceaux, voilà. D'accord. Alors on va suivre un extrait de votre morceau Beto Da. Et on revient sur ce plateau pour continuer notre entretien. Voilà. Aliou le Jaguar. Ndero jimola kona bawe abe. Akomi akona jete. Ete se pawe mi no mo sa no na gbezo yin ko to e ya ngale wiwe jolo ha. To gbezo ye no yin do nu ni gbere nu ka fo moro yin o etagbe. Se da nde mo no je wo. Beto Da de Yélian de Silva qui est avec nous sur le plateau du grand format. Alors le dimanche 11 septembre prochain, ça va être le lancement de votre nouvel album. C'est bien ça? Oui. Alors, comment est-ce que vous préparez l'événement? En fait, le 11 septembre 2022, au Canal Olympia, à 16h, je serai en prestation live. Je serai en live et sur le podium Amazon Vibes. Et c'est un concept qui valorise la femme artiste béninoise qui joue le tradi. Donc, je vais profiter de ce podium pour présenter mon album, mon double album, 15 audios et 15 vidéos. Wow. Voilà. Mais c'est de lourd, hein, quand on sort un double album comme ça veut dire qu'il y a un travail acharné qui a été fait derrière. Dites-nous, comment est-ce que tout ça a été préparé? Voilà, c'est depuis en 2014 que j'ai lancé mon tout premier album. De 2014 à 2022. Vous voyez, les 4 mois, c'est trop. Donc, je ne fais que me mettre au studio tout le temps. Quand je dis à la maison de production que top, et on me dit, allez, faire au studio, et puis je dépose. Ainsi de suite. Et petit à petit, on est en train de construire ça. Et puis l'année passée, normalement, je devais lancer l'album. Et à cause du corona, on n'a pas pu faire ça. Voilà. J'étais sur le plateau ici, j'ai dit ça. Donc, normalement, si l'année passée, j'avais fait le lancement, et la maison de production, Aliou le Jaguar, avait le programme de mettre en place le concept là, l'année là, 2022. Donc, comme le lancement n'a pas pu réaliser,
l'année-là, on profite en même temps pour mettre le concept en place. Et je vais profiter en même temps et lancer l'album. Voilà. L'année dernière, le lancement était prévu pour le 11 septembre. Oui. 2021. Cette fois-ci, c'est 11 septembre 2022. Alors, Oui. pourquoi? Est-ce que c'est une coïncidence ou bien 11 septembre, c'est symbolique pour vous? L'attentat musical, hein? Oui. Et pourquoi? Parce que, en fait, l'Amazon Vibes, l'idée de la maison de production est d'agencer deux artistes de différentes sortes d'ethnies du Bénin et qui font le tradi moderne. Chaque fois les mettre au studio chaque année pour valoriser la femme. Voilà. Donc pour cette fois-ci, je suis en featuring avec Cécile. C'est ça. Voilà. Donc oui, ça fait 2 Amazones. Ce qui veut dire attentat musical. Sur le même podium. Sur le même podium. Et ça va donner quoi? Ça va cartonner. Alors, quels sont, en attendant de découvrir l'album même, quels sont les titres phares contenus? Le titre phare, c'est Danilo. 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 Danilo parle de quoi? Danilo, c'est un grand morceau qui contient des paroles incantatoires. Ah oui. Et là, vous êtes allé dans les couvents. Des paroles qui donnent la force. Les paroles qui t'obligent à ne jamais baisser les bras. Voilà. C'est des paroles, c'est un morceau qui favorise notre culture. Voilà. Donc rien que des paroles incantatoires. Danilo, c'est-à-dire vous qui bavardez, vous qui ne faites que penser du mal à vos prochains et tout, simplement taisez-vous, car vous n'êtes pas Dieu. Vous n'avez pas le dernier mot, c'est Dieu seul qui a le dernier mot de tout un chacun de nous. Donc taisez-vous. Danilo, taisez-vous. Autre titre? Autre titre, c'est Alodaho. Alodaho. Voilà. Alodaho, ça veut dire. Alodaho, là, Alodaho, c'est-à-dire la main terrible de l'Éternel. Je veux sentir en moi la main terrible de l'Éternel. C'est un morceau qui est au-delà d'une prière. C'est le morceau le morceau que tu viens de jouer tout à l'heure, Mauchilo, là, qui est en remix avec Cécile. C'est ça. Voilà. D'accord. Au-delà de votre savoir-faire que vous avez déjà démontré dans vos morceaux précédents, quelle est la touche particulière que vous avez apportée à ce nouveau produit? La particularité qui est dans ce nouveau produit et que je suis en featuring avec Cécile, non seulement ça, Yélian serait en live. Un concert en live. Parce que Yélian n'a pas l'habitude de faire le live, mais pour cette fois-ci, la grande maison de production, le Jaguar a dit, et désormais, il faut que les femmes artistes béninoises fassent le live. C'est ça. Voilà. Alors, le lancement, c'est dans une semaine, le dimanche prochain. Le dimanche prochain. Alors, les préparatifs, où en êtes-vous? Tout est au point. Je vais simplement dire à la population béninoise de sortir massivement et pour nous rejoindre sur ce podium Amazon Vibes, parce qu'il y a plein d'artistes. Voilà, quels sont les artistes qui seront avec vous? Quelques-uns. J'ai à côté mon papa Nel Oliver, qui est le parrain d'honneur de l'événement. J'ai Alevi à côté, qui est le parrain artistique. Il y a Willy Millon, Ernest Sika, Acido Le Possible, Cécile, Anchito, Mas Sérégan, plusieurs d'autres artistes, plein d'artistes que je ne peux pas citer, ce ne sont trop nombreux. Alors, mais principalement, la femme est valorisée le jour-là. D'accord. Voilà. Quelles sont les conditions d'entrée? Est-ce que l'accès est gratuit? Simplement 3 000 francs. Ce n'est pas cher. 3 000, 5 000. Pour vivre les bons moments du 11 septembre 2022. Amazon Vibes. Voilà. Dites-nous comment ça va se passer, les liens sur scène et tout. Est-ce qu'on va tout casser? Comment ça va se passer? Ça va bombarder. Je vais rouler le podium là, on ne dirait pas. Et comment? Mais j'ai les cabarets, les fesses et tout. Je vais démontrer de quoi Yélian est capable. D'accord. Yes. Alors, le roi central de la vallée. Il est le parrain de l'événement. Voilà, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Il est le parrain de l'événement. À part ça, il est mon papa. C'est ça. Il est mon papa. Et quand on est parti le voir avec le projet, il a dit Amazon Vibes. C'est-à-dire un concept qui veut favoriser la femme artiste béninoise, surtout dans le tradit que lui, il est partant. Voilà. Donc, 100%, il est fier de ce concept. Et puis il a dit,
pourquoi ne pas être le parrain de l'événement. Voilà. D'accord. On va donner un avant-goût. C'est vrai que nous sommes à une semaine de l'événement. Vous allez nous dire qu'est-ce qui va se passer. Un avant-goût. Ben aussi totalement bien. Bon nous t'avons les sous non ton si azilimea. Mino kwe azilime. Wezon ye lion de Silva di hano. Yetewe minano. Danino. Mede potole nawajota. Yelia de Silva en direct sur le plateau du grand format. C'était notre artiste de la semaine. Merci beaucoup à vous et rendez-vous dimanche prochain. C'est à Canal Olympia ici à Cotonou à partir de 16h pour le lancement de votre nouvel album. Bon dimanche à vous. Bon dimanche à tout un chacun de vous. Merci sans oublier la grande maison de production label Zika Promo. D'accord, merci beaucoup à vous. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 4 septembre 2022. Merci à vous qui nous suivez depuis Bonou. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Chia no mo yo tobo no ho azin gbigba no yon be a nje glejero minu o no kwe ti kwe de no kwe to anayo be a akpanseto de mono kwanka fume banda keta sonu keta yonu mi tokoto Dato sondato e pake waido a classo kankano kwe afote moro banwe na dukoa ma e mono bajo no loko azaku moro no we si fakbe we somodo ye kawe minano Danilo mende potole na wajota Danilo Potole no ajota. Danilo no mi meno de me pole. Danilo sanga wa do ahosu. Me de potole no ajota. Chetu la boku da Filipe. Bakwe mechi wa fu. Bakwe ne wa kocha. Akwe na kocha. Bafana coche pero Willy sosi totally pe bono tavo tu le so bueno tu kwesi azilimea mi do kwe azilime wezo baye lion de Silva tirano yete we minano Danilo mende potole na wajota Danilo Akasu Jeminadu Wow, wow,
de mer. Awuya mawino le kwebo no coup de mer. Medikotole no ajota. Alie konwe no koya fonwa. Danido. Abete kuku abete kan. Medikotole no ajota. Adekale. Danido.